Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour à tous, dans ce nouveau podcast, nous allons parler de comment traiter les principales bactéries d'intérêt à l'EDN. Avec nous pour cet item, professeur Florent Valour, infectiologue au CHU de Lyon. Bonjour professeur. Bonjour à tous. Pouvez-vous déjà nous parler aujourd'hui des traitements des principales bactéries à connaître pour l'EDN ? Alors effectivement, je trouve que c'est une approche plus intéressante que de voir les spectres des différentes classes d'antibiotiques une par une. C'est assez difficile pour vous en général de jongler entre les spectres d'action des molécules et des traitements potentiels pour un germe donné, mais cela rend l'antibiothérapie beaucoup plus intéressante et on peut s'en sortir dans les situations difficiles d'allergie ou de germes multirésistants. Alors commençons donc par les staphylocoques. Alors, si on se place sous l'angle de l'antibiothérapie, on distingue les staphylocoques selon leur sensibilité ou non à la méticilline. Et le traitement de référence des infections invasives à staphylocoques sensibles à la méticilline, ce sont les bêta-lactamines antistaphylococciques, qui incluent les pénicillines M injectables, c'est-à-dire l'oxacilline ou la cloxacilline, ou les céphalosporines de première génération injectables, c'est-à-dire principalement la céphazoline. Et en cas de signe de gravité, on va ajouter un aminoside qui est la gentamicine. Et si on parle des staphylocoques résistants à la méticilline, ils sont résistants à l'ensemble des bêta-lactamines, et l'alternative de première ligne sont classiquement les glycopeptides et notamment la vancomycine. Mais la daptomycine est utilisée de plus en plus dans cette indication car elle est aussi efficace, moins néphrotoxique et ne nécessite pas de dosage. Et en dehors de ces infections sévères et des bactériémies, de nombreux autres antibiotiques vont pouvoir être utilisés sur les staphylocoques, en particulier la pristinamycine et la clindamycine qui sont très utiles dans les infections cutanées, et la rifampicine, toujours en association, les fluoroquinolones ou la clindamycine qui sont très souvent utilisés dans les infections osteoarticulaires. Vous pouvez également entendre parler des oxazolidinones qui comprennent principalement le linezolide, qui a une très bonne activité sur les grammes positifs, dont les staphylocoques, y compris métillaires. Et c'est une alternative en dehors de la phase aiguë, mais elle est toxique au niveau hématologique et neurologique en cas de traitement prolongé. Si on reste dans les grammes positifs, pouvez-vous nous parler des molécules actives sur les streptocoques ? Donc les streptocoques sont généralement sensibles à l'amoxicilline et c'est d'ailleurs le traitement de référence de ces bactéries-là. Une sensibilité diminuée à la pénicilline peut toutefois être notée sur certaines souches, notamment du pneumocoque, qui passe par une modification de cible. L'acide clavulanique a alors dans cette indication aucune utilité et on utilise généralement l'amoxicilline à forte dose ou les céphalosporines de troisième génération injectables lorsqu'elles sont impliquées dans des infections difficiles à traiter comme les méningites ou les endocardites. En revanche, s'il n'y a pas de problème de diffusion comme pour les pneumonies, l'amoxicilline reste efficace. Pour les infections respiratoires ou cutanées, les macrolides, la pristinamycine, la clindamycine peuvent également être utiles. Et les fluoroquinolones antipneumococciques, comme la lévofloxacine, qui ont été initialement développés pour le pneumocoque, sont également une possibilité, mais leur impact écologique important doit les faire réserver en dernier recours. Et les entérocoques ? Alors les entérocoques sont des streptocoques un peu particuliers, mais qui peuvent être parfois difficiles à traiter. En gros, il y en a principalement deux qu'il faut connaître. L'enterococcus faecalis, qui est généralement sensible à l'amoxicilline et qui en est le traitement de référence. Et à l'inverse, la plupart des souches d'enterococcus faecium y sont résistantes. On passe alors aux glycopeptides ou aux linezolides dont je vous parlais tout à l'heure. L'efficacité des autres antibiotiques, parfois pourtant rendus sensibles sur les antibiogrammes comme la lévofloxacine, la clindamycine ou le cotrimoxazole, est plus incertaine en clinique et ils sont donc finalement peu utilisés. Et si on passe aux bacilles à grammes négatifs ? Alors les bacilles à grammes négatifs regroupent une grande famille des entérobactéries, mais également les bacilles grammes négatifs qu'on appelle non fermentants, dont le principal est Pseudomonas aeruginosa, et tout un tas d'autres qu'on ne verra pas en détail aujourd'hui. Et on va commencer, si vous voulez bien, par les entérobactéries, qui sont classées selon leur niveau de résistance naturelle aux bêta-lactamines. Et donc on a différents groupes, les entérobactéries des groupes 0 et 1, qui sont naturellement sensibles à toutes les bêta-lactamines, comme Escherichia coli, Salmonella, Shigella ou Proteus mirabilis. Le groupe 2 sécrète naturellement une pénicillinase, comme Klebsiella, qui la rend logiquement résistante aux pénicillines, c'est-à-dire l'amoxicilline et la piperacilline, par exemple. Le groupe 3, comme entérobactère, est porteur d'une céphalosporinase. Alors là, c'est moins logique, car les céphalosporinases hydrolysent l'amoxicilline acide clavulanique et les céphalosporines de première génération. Les autres bêta-lactamines restent théoriquement sensibles, même si pour les infections sévères, on préfère les céphalosporines de quatrième génération, c'est-à-dire le céphépime. Et le groupe 4, plus rare, combine pénicillinase et céphalosporinase.
Bien sûr, toutes ces enzymes peuvent également être acquises. La plupart des Escherichia coli sont d'ailleurs porteurs d'une pénicillinase actuellement sur les prélèvements réalisés en ville. Et certaines enzymes sont plus embêtantes, comme les bêta-lactamases à spectre étendu. Et ces BLSE peuvent être de différentes natures et exprimées plus ou moins fortement, mais sur le plan théorique, seuls les carbapénèmes restent actifs et sont utilisés dans les infections sévères. Les molécules à moins large spectre peuvent être utilisées si elles sont rendues sensibles, mais que dans les infections peu graves comme les infections urinaires. Par conséquent, comment traite-t-on les infections à entérobactéries ? Alors, quoi qu'il en soit, les bêta-lactamines restent le traitement de choix des entérobactéries en cas d'infection grave, et la molécule est choisie en fonction du profil de résistance suspecté en probabiliste, puis documenté avec les résultats de l'antibiogramme. Mais d'autres antibiotiques peuvent être très utiles, comme les fluoroquinolones et le cotrimoxazole, qui sont d'ailleurs très largement utilisés dans les infections urinaires. Je rajouterai juste un petit mot sur les macrolides, dont le spectre exclut théoriquement les bacilles gram négatifs. Mais il faut noter l'exception de l'azithromycine, dont la structure permet de garder une activité sur la plupart des entéropathogènes comme Salmonella, ce qui explique qu'on puisse utiliser cette molécule dans les diarrhées bactériennes notamment. Et Pseudomonas alors ? Alors Pseudomonas, généralement vous l'aimez pas trop. Il faut pourtant que vous le connaissiez parce que c'est un pathogène majeur, notamment chez le patient neutropénique ou dans des contextes nosocomiaux. Il peut également coloniser ou infecter les plaies chroniques ou les patients porteurs de bronchopathie chronique. Alors, seules certaines bêta-lactamines peuvent rester actives. Il s'agit de la piperacilline tazobactam, du cefepime, de la ceftazidime, qui est la seule céphalosporine de 3e génération active sur le Pseudomonas, et les carbapénèmes. Mais il existe des souches résistantes à une ou plusieurs de ces molécules, et c'est difficilement prévisible. Donc, en cas de signe de gravité et en traitement probabiliste, on ajoute généralement à une des bêta-lactamines anti-Pseudomonas l'amicacine, qui est l'aminoside des grammes négatifs, pour avoir une bithérapie bactéricide, et au cas où la bêta-lactamine choisie soit inefficace, d'avoir au moins une des deux molécules actives. Et en traitement péros ou de relais, il faut retenir la ciprofloxacine, qui est la seule fluoroquinolone restant active sur Pseudomonas. Et pour terminer, pouvez-vous nous parler des intracellulaires ? Alors les bactéries intracellulaires sont une grande famille, et donc faire des généralités est un peu difficile. Mais globalement, il faut utiliser des molécules qui vont être capables de pénétrer à l'intérieur des cellules et d'y rester actives à pH parfois bas, comme dans les lysosomes. Et les molécules hydrophiles ou de grosse taille sont généralement pas actives, comme les bêta-lactamines ou les glycopeptides. Globalement, les 3 familles qu'on va utiliser le plus souvent dans le traitement des infections à germes intracellulaires sont la doxycycline, comme pour la coxiellose, les fluoroquinolones ou les macrolides, comme dans la légionellose par exemple. Merci beaucoup, professeur Florent Valour. Merci à vous, bonne journée. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.